Ces petites fleurs sont groupées en amas aux extrémités des rameaux. Il produit un fruit charnu, la drupe, dont la pulpe attire les oiseaux. En les consommant, puis en rejetant les graines qu'ils contiennent, il contribue à la dissémination naturelle de l'espèce. Un jeune pied de santal qui doit avoir 3-4 ans. Et là, il y a une graine qui est tombée, apportée par les oiseaux, notamment le pigeon vert, le glouglou, le nom scientifique c'est glouglou. Il fait tomber la graine et la graine va pousser. On peut dire que le santal est en pleine croissance, une bonne croissance de ce jeune pied. On a des feuilles qui brillent et très verts, et donc une bonne croissance du jeune pied de santal. La grande originalité des santals, c'est que ce sont des hémiparasites. La chlorophylle qu'ils contiennent leur permet d'effectuer la photosynthèse. Mais durant les 10 premières années de leur vie, leurs racines sont incapables de puiser seules dans le sol l'eau et les minéraux nécessaires à leur croissance. Elles sont équipées en revanche de suçoirs qui leur permettent de prélever directement ces éléments dans les racines d'un ou de plusieurs autres végétaux avec lesquels ils se développent en symbiose. Dans les premiers temps, une plante herbacée peut suffire aux besoins du jeune santal. Plus tard, il doit trouver un hôte plus pérenne, souvent un faux gaillac, mais aussi des arbres comme le goyavier ou le papayer. Capable de parasiter ainsi sans dommage des espèces très diverses, le santal s'implante facilement sur différents types de sols. Il prospère aussi bien dans des vallées luxuriantes que sur des flancs montagneux arides. Cependant, les jeunes pieds sont fragiles et ils ont besoin de conditions très équilibrées. Trop de lumière ne leur convient pas. Ils profitent donc de leurs hôtes pour s'abriter du soleil pendant la partie la plus fragile de leur croissance. Les santals s'épanouissent en milieu ouvert. C'est la raison pour laquelle, en forêt profonde, on les rencontre là où on va retrouver aussi un cocotier, un manguier ou un ancien champ. Des signes d'occupation de l'espace par l'homme. Le santal qui pousse naturellement ici est de l'espèce Santalum austrocaledonicum. Mais il en existe une quinzaine d'autres espèces, comme le Santalum album d'Inde ou le Santalum spicatum d'Australie. Les santals se sont développés en grande quantité dans toutes les régions tropicales et tempérées de l'océan Pacifique. Depuis l'Inde, Ceylan et l'Indonésie jusqu'aux îles Juan Fernandez à l'est, en passant par l'Australie, les îles Marquises et Hawaï. Et dans chacun de ces environnements, une espèce différente s'est développée. Mais aujourd'hui, la plupart d'entre elles sont menacées, car la malédiction du santal, c'est que son parfum unique a fasciné les hommes depuis des temps immémoriaux. 17 siècles avant Jésus-Christ, on trouve trace de son importation en Égypte ancienne, où il était utilisé dans les pratiques d'embaumement. Puis, les textes mentionnent son acheminement par caravanes entières depuis l'Orient vers le monde gréco-romain. Car le berceau historique du santal, c'est l'Inde. Ici, son utilisation remonte au moins au second millénaire avant Jésus-Christ. Les santals poussaient naturellement dans tout le sous-continent et leur bois parfumé a été très tôt considéré comme sacré par le bouddhisme et l'hindouisme. Employé pour la construction de temples ou la réalisation de sculptures, appliqué sous forme de pâte sur le front des adorateurs de Krishna, ses propriétés en ont fait aussi une des bases de la médecine ayurvédique. Mais surtout, il était et est toujours aujourd'hui consumé en grande quantité sous la forme d'encens et brûlé sur les bûchers funéraires. Ces pratiques se sont diffusées avec l'expansion du bouddhisme dans toute l'Asie. Et la demande à l'exportation a fait du santal une source de richesse importante pour l'Inde. Au point qu'à la fin du XVIIIe siècle, Tipou Sultan, roi de Mysore, décrète le santal monopole royal. L'Inde s'installe comme le premier producteur mondial de santal. C'est en Inde, à Madras, où il est né, que Christopher Sheldrake, créateur de parfums pour Serge Lutens et la maison Chanel, a rencontré cette note si particulière qu'il n'a cessé depuis d'utiliser dans ses compositions.
Il nous reçoit ici, dans l'appartement historique de Coco Chanel. Mon enfance était très riche dans tout ce qui était sensoriel. À la limite, j'étais presque plus indien qu'anglais. J'étais élevé dans une ambiance d'épices, de chaleur. Mais le bois de santal de mon enfance, c'est un souvenir que j'ai très clairement dans ma tête. Dans la maison, nous avons eu des sculptures plutôt religieuses, des meubles aussi en santal. Et je dirais que je garde surtout un souvenir ou une envie de sentir ce santal de mon enfance. Le bois de santal a également un aspect spirituel, religieux. C'est considéré un bois sacré et le fumet et l'odeur amènent les esprits. Le santal m'a toujours parlé. Il y a un confort, une sensualité, une richesse, il y a ce côté mystique. Ça nous parle, ça nous réveille. Le santal, on veut sentir plus. C'est comme un très bon gâteau. On en veut plus de cette odeur. En Nouvelle-Calédonie, les populations mélanésiennes ont toujours utilisé le santal comme l'une des ressources de leurs îles. Apprécié pour ses usages thérapeutiques dans la pharmacopée traditionnelle, le bois réduit en copeaux servait d'adjuvant parfumé pour l'huile de coco dont on s'enduisait le corps et les cheveux. Le prélèvement occasionnel d'un arbre était une opération collective. Car une des particularités du santal, c'est que c'est au cœur même de l'arbre que se cache le secret de sa valeur. La feuille n'a pas d'odeur. L'odeur du santal, c'est l'odeur du bois de cœur. Et ça, on obtient le bois de cœur dans un santal qui est adulte. Dans le bois de cœur, on a l'huile essentielle et c'est ça qui sent bon dans le santal. Cette huile essentielle ne se développe que dans les racines, le tronc et les grosses branches d'arbres d'au moins une trentaine d'années. Pour certaines espèces, l'idéal est même d'attendre que l'arbre ait 50 ou 60 ans. Mais pour recueillir son précieux bois de cœur, il faut sacrifier l'arbre qui sera entièrement débité avant d'être déraciné. Le cycle de renouvellement de la ressource est donc très lent, car il est entièrement dépendant de la germination naturelle des graines. Au rythme auquel les Mélanésiens l'utilisaient, l'espèce disposait de tout le temps nécessaire pour se régénérer naturellement. Mais au XIXe siècle, le prix toujours plus élevé du santal d'Inde et la demande croissante de pays qui n'en possèdent pas, comme la Chine, grosse consommatrice d'encens, poussent à la recherche d'autres sources d'approvisionnement. Les commerçants australiens découvrent alors que les santals poussent en quantité dans les îles du Pacifique. L'exploitation du santal dans le Pacifique a commencé au début du XIXe siècle. Les santaliers déjà venaient sur la Nouvelle-Calédonie pour prendre le santal et servir à approvisionner le besoin des Chinois. Il y avait donc un troc qui s'opérait, en fait un petit commerce triangulaire. Les Australiens allaient chercher le santal sur les îles contre quelques outils qui étaient utiles aux populations, prenaient le santal et le livraient sur la Chine contre du thé, et qui était très apprécié par la communauté anglaise australienne. En moins de 30 ans, ce sont plus de 10 000 tonnes de bois de santal qui auraient été ainsi exportées vers la Chine. 10 000 tonnes en 30 ans, et à partir de là, il n'y avait plus de ressources pour plusieurs centaines d'années. Donc, à l'époque, les ressources naturelles étaient considérées comme inépuisables, et donc il s'agissait de prélever. C'était une modalité extractive. Ce mode d'exploitation minier appliqué au santal des îles démontre à quel point renouvelable ne signifie malheureusement pas inépuisable. Dès 1865, il ne reste plus d'arbres ayant une maturité suffisante pour être utilisés. Le santal calédonien est épuisé, les santaliers se détournent des îles du Pacifique. L'Inde redevient la source principale d'approvisionnement d'un marché mondial qui, à l'aube du XXe siècle, voit l'apparition d'une demande d'un genre nouveau.
la parfumerie moderne, qui se développe alors en Europe, a immédiatement adopté le santal comme l'un de ses ingrédients fétiches. Le santal est l'une des notes de fond du célèbre Chanel numéro 5. Mais il est aussi l'une des bases de Samsara de Guerlain et bien sûr de la série des santals de Serge Lutens, fruit de la collaboration avec Christopher Sheldrake. Aujourd'hui encore, les parfumeurs le considèrent comme indispensable à leur création. J'adore ce côté musqué, vanillé, le fond de la lavande avec le santal. En accord à la fois classique, mais très moderne. Je ne pourrais jamais me lasser d'utiliser le santal. C'est difficile, c'est ancré peut-être dans la manière de créer des parfums. Le santal sert à fixer le parfum pour le faire tenir plus longtemps sur la peau. Le santal a cette capacité de tenir sur les étoffes et de garder une diffusion exceptionnelle. Le santal, dans des cas différents, a des effets différents. On peut l'utiliser par exemple en une note clé, c'est-à-dire un parfum santalé, boisé, doux, grand. On peut également l'utiliser dans des notes fraîches. Imaginez une Cologne, par exemple, florale, avec des notes fraîches, les zestes. Le santal revient à chaque fois en étant un ingrédient qui se prête à tout et qui donne un confort, une note rassurante. C'est certainement le bois le plus féminin. C'est un bois, mais c'est lacté. C'est riche, c'est rond, c'est sensuel. Dans la parfumerie, on pourrait dire qu'il y a trois bois très importants que sont le santal, le vétiver et le patchouli. L'intérêt d'un ingrédient est toujours dans son association avec un autre. Donc on ne peut pas se lasser d'un ingrédient. Il y aura toujours une autre association à faire. Je crois qu'il y a une infinité de combinaisons à trouver encore, d'autant plus que l'on a plus que 12 notes de musique, on a plus de 12 ingrédients. Ça peut sembler étrange ou étonnant de vouloir utiliser le même ingrédient dans des parfums très différents. Mais c'est un peu comme les couleurs. On peut dire qu'il y a peu de couleurs primaires, mais avec ces couleurs primaires, on peut faire des milliers de couleurs complexes. Simplement que dans notre palette de parfumeurs, nous avons des centaines d'ingrédients. Le jasmin, la rose, vous imaginez toutes les fleurs, toutes les épices, les racines, les bois. Et donc, avec toutes ces combinaisons, moi, je ne pourrais jamais imaginer arriver à la fin des idées et des accords nouveaux. Cet enthousiasme des parfumeurs entraîne au début du XXe siècle l'essor de l'exploitation du santal sous une forme déjà développée en Inde depuis l'Antiquité, l'huile essentielle. Le bois de cœur, débarrassé de l'aubier et de l'écorce, est d'abord mis à sécher. Il est ensuite débité et broyé en fins copeaux, puis réduit en une poudre parfumée qui constitue la matière première des encens. Pour produire de l'huile et en extraire le principe odorant, cette poudre est distillée à la vapeur d'eau. Cette opération s'effectue dans des installations industrielles en Europe ou sur les lieux de production dans des alambics parfois rudimentaires. Le processus d'extraction peut durer de 2 à 5 jours. On obtient alors un liquide, limpide, légèrement visqueux, presque incolore, présentant une odeur caractéristique douce, chaudement boisée et lactée. Son extraction ne représente qu'une niche minoritaire par rapport à toutes les autres utilisations du bois de santal. Mais cette huile va prendre une telle valeur qu'elle sera considérée comme de l'or liquide et va devenir le moyen le plus rentable de valoriser le santal. Dès 1916, le Maharaja de Mysore le comprend et crée la célèbre usine d'huile de bois de santal gouvernementale. La qualité de sa production atteint rapidement une renommée mondiale.
l'huile essentielle de Santal album, l'espèce qui pousse en Inde, devient la référence pour les parfumeurs et va le rester tout au long du XXe siècle. Chaque espèce a une odeur différente. Et le meilleur, traditionnellement, a toujours été le Santalum album de l'Inde. Malheureusement, les autres espèces ne nous donnent pas ce même effet. Ils sont moins crémeux, ils sont moins ronds, ils sont peut-être plus verts, ils sont peut-être plus boisés. Et l'intérêt du bois de Santal d'Inde, c'est ce côté féminin et rond et lacté, crémeux. Mais à l'orée des années 1990, l'Inde est brutalement confrontée à un phénomène que personne n'avait voulu anticiper. Le santal indien, le santal blanc, son histoire est très riche en enseignements. Le fait que les populations terriennes n'avaient aucun droit d'exploitation. Si vous aviez un santal chez vous, vous n'aviez pas le droit de le toucher. C'était un monopole d'État. Les populations qui auraient pu être de très bons gestionnaires de la ressource s'en sont complètement désintéressées, voire ont été contre. Dans un contexte de pauvreté et de corruption, un vaste marché de contrebande se développe et il achève de dévaster les derniers grands gisements de santal blanc. De 1993 à 2010, la production est divisée par 10. Et en 2010, la coupe est interdite. Le santal indien est menacé d'extinction. Il est classé sur les espèces menacées de la liste rouge au niveau international. C'est les leçons à retenir en espérant qu'elles ne se reproduisent pas. Mais alors même que le santal d'Inde s'éteignait, victime de mauvaise gestion, celui de Nouvelle-Calédonie connaissait un début de renaissance. Après leur pillage, les îles mélanésiennes sont restées pendant près d'un siècle en dehors des grands circuits commerciaux. Grâce à ce répit, dans certains endroits, les santals ont commencé à se redévelopper naturellement, sur les îles Loyauté en particulier. Pour Jean Vaikedré, il s'agit d'une chance à ne pas laisser passer. Quand je me suis projeté à mettre en place quelque chose dans les îles, je me suis tout de suite dit, le santal, c'est la seule plante qui peut nous amener vers d'autres mondes. Il voit dans ce début de reprise de l'espèce une possibilité de pérenniser une ressource devenue précieuse et de resserrer autour du santal le lien entre le peuple kanak et sa terre. La terre, c'est la vie. La mère nourricière qu'est la terre, elle m'a nourri, elle nourrit ma famille, elle nourrit mon peuple. Et Marais tout entière, toutes les grandes chefferies de Marais se nourrissent de la terre. On est lié à la terre, on est lié à l'arbre qui est devant, à la forêt, au sapin, à la mer, à la vallée, à la rivière. On ne peut pas nous dissocier. Mais il a aussi retenu les leçons du passé. Pour que le santal calédonien ait vraiment une chance de se redévelopper, il est indispensable d'accompagner cette renaissance par la mise en place d'un mode d'exploitation durable. Le santal dans le monde est menacé. Le santal a disparu en Inde. Sur la Grande Terre, le santal a disparu. Il reste quelques reliques, mais il n'y a plus de santal. Le santal n'est pas exploitable. On va dire, la ressource naturelle n'est pas exploitable en tant que telle. Il faut reboiser, il faut planter. Son projet, utiliser les savoir-faire d'aujourd'hui pour aider les santals à se redévelopper en démultipliant leurs repousses par des plantations. Mais partager cette vision audacieuse de l'avenir n'a pas été simple. Ça a été difficile. Même mes frères Kanak se moquaient de moi. Quand je parlais de planter, de savoir produire, reproduire le santal, le plant, avant de mettre en place, et tout le monde me rionnait. Moi, j'ai mon ami, mon collègue chercheur, mon directeur de mon laboratoire, qui me dit, mais pendant que tu es en train de planter, les autres, ils ramassent du pognon en vendant de l'huile essentielle. Donc, et c'est difficile. Néanmoins, il obtient des autorités coutumières l'autorisation de mettre en place une pépinière expérimentale sur des terrains de Marais. Des techniques de culture adaptées aux particularités botaniques du santal sont mises au point. Faire au lieu de parler. Aujourd'hui, faire germer du santal, si on peut le faire germer de manière naturelle, meilleure façon de faire.
Sous serre, des graines de santal sont semées en même temps que des graminées qui fourniront un premier hôte que le petit plant de santal pourra parasiter. Entre 6 et 12 mois, on procède au repiquage du santal et on l'associe à un plant de faux gaillac qui sera un hôte définitif suffisamment dynamique et pérenne. La démarche dans la serre, c'est production de manière respectueuse de la nature. On les fait germer de manière naturelle. Après, on les fait croître de manière naturelle pour pouvoir les amener sur site. Une fois les plants développés, c'est directement dans leur milieu naturel qu'ils sont réimplantés. Nous, on ne plante pas comme beaucoup le font dans le monde. Ils rasent tout et ils plantent. Ce qu'on fait, la philosophie, c'est d'insérer le santal dans son milieu. C'est une culture, on va dire, qui épouse l'environnement naturel des îles. Il est important que le développement de ces plantations ne se fasse pas au détriment de la biodiversité de l'île. Le parfum que va produire l'huile essentielle de santal dépend aussi en partie des végétaux qui entourent l'arbre et vont le nourrir au cours de sa croissance. Les pieds de santal sont donc replantés au milieu des autres espèces locales, dans des tranchées ou layons aménagés directement en forêt, à proximité de voies d'accès qui permettront l'entretien régulier des santals et leur transport au moment de la coupe. Le santal, il faut l'entretenir, il faut le reproduire. Avant de couper un arbre, il vaut mieux avoir au moins déjà 10 plants, 15 ou 20 plants de cet arbre plantés. C'est ça, penser à ceux qui vont arriver par la suite, après nous. Nous, on a le devoir et on doit se sacrifier même pour ça. C'est-à-dire, on doit penser et agir pour que les générations futures puissent vivre la même chose que nous aujourd'hui. Mais Jean veut aller plus loin. Pour que le santal devienne une vraie ressource pour les Kanaks et permette de démultiplier ses plantations, il rêve d'une distillerie implantée à Maré ou à Lifou qui produirait sur place une huile haut de gamme. Il craint sinon que ne se reproduisent rapidement les erreurs du passé. Dans le monde, il y a une exploitation néfaste du santal. Il n'y a pas de reboisement. Nous, ici en province des îles, c'est un peu ce qu'on craint. Le santal, s'il disparaît ici en Calédonie, et surtout dans les îles, je ne sais pas quelle autre matière première naturelle qui, aujourd'hui, pourrait égaler le santal, prendra la place du santal. Pendant ce temps, en Europe, la pénurie de santal indien inquiète les parfumeurs. Ceux qui sont en première ligne, ce sont les fournisseurs de matières premières naturelles. Un métier méconnu, traditionnellement intermédiaire entre les producteurs et les parfumeurs. Ce sont à la fois des experts en produits naturels et des chimistes spécialisés dans l'optimisation des huiles essentielles. À Grasse, la maison Robertet est entre autres le fournisseur de santal pour Chanel. Le chimiste des produits naturels intervient au tout début. Le parfumeur va utiliser des éléments. Le peintre, ça sera des matières colorantes. Le parfumeur, des matières odorantes pour les combiner de façon la plus agréable, soit à l'œil, soit au nez. Le technicien de produits naturels va mettre à la disposition du parfumeur des ingrédients naturels les mieux contrôlés, les mieux constitués possibles pour obtenir le résultat voulu. Il y a des parties qui peuvent les gêner, qui peuvent être embêtantes pour le parfumeur. On peut les éliminer, on peut les enlever, on peut les séparer et on peut faire des produits beaucoup plus concentrés ou beaucoup plus à la demande très particulière de clients. On peut faire quasiment du sur-mesure presque. L'huile essentielle de santal ou l'extrait de santal sont constitués d'un grand nombre de molécules. On en a dénombré à peu près 230. Toutes ne sont pas odorantes. Celles qui sont odorantes
sont des molécules qui sont bien identifiées et qu'on sait parfaitement isoler quand on traite le bois de santal pour faire l'huile essentielle ou l'extrait. Ce qu'il ne faut pas croire, par contre, c'est que le connaissant, on puisse le refaire de façon artificielle. Ça, c'est une illusion. Une molécule de synthèse, elle est toute seule. Elle procure un effet, tandis que le produit naturel, il est constitué d'un équilibre très complexe de plusieurs molécules qu'une seule molécule, toute seule, synthétique, aussi performante soit-elle, ne peut pas reproduire. La nature, c'est la nature, elle fait les choses parfaitement et on ne peut pas la copier. On va l'imiter de loin, mais on ne peut pas la refaire. Et ce qui est vrai pour le santal est vrai aussi pour les autres produits. Le produit naturel est irremplaçable, ça c'est clair. Et pour Daniel Joulin, qui a mené les recherches pour remplacer le santal indien, il n'y a aucun doute. Il se trouve que le santal de Nouvelle-Calédonie est le plus proche qui soit, parmi les santals non-album, du santal indien. Aussi, quand il entend parler d'un ingénieur kanak persuadé qu'il est possible de relancer la filière santale de son pays grâce à des pratiques d'exploitation durable, Daniel Joulin décide de lui proposer une nouvelle technique de distillation qui permettrait d'obtenir sur place une huile de grande qualité. La crise du santal en Inde, c'est ça qui a poussé nos amis de Robertet et a poussé surtout Daniel Joulin à me rencontrer. Et il est venu me voir ici en Calédonie. C'est ça que j'ai aimé. En 2008, ils testent ensemble ce nouveau procédé d'extraction à froid. La matière première est constituée, quand elle est broyée, de 3 ingrédients. Il y a la cellulose, vous avez la lignine, qui est le constituant du bois, la pâte à papier, etc. Et puis vous avez un 3e ingrédient qui est l'essence. Le procédé consiste à mettre en contact un solvant qui va ne reconnaître, ne dissoudre que la partie utile qui est l'essence. Et lorsqu'ils soumettent le résultat au nez de Christopher Sheldrake, il est immédiatement convaincu. Dans la parfumerie, nous avons cette tradition d'utiliser le santal de l'Inde. Maintenant, nous sommes habitués à cette qualité lactée très raffinée. Mais aujourd'hui, avec les problèmes d'approvisionnement, on a d'autres choix. Mais pour des raisons différentes, il y a des sources qui sont beaucoup moins intéressantes et d'autres qui sont plus intéressantes. Et c'est justement en Nouvelle-Calédonie que nous avons trouvé une qualité qui se rapproche le plus à cette belle qualité indienne. C'était la dernière pièce du puzzle pour donner toute son ampleur au projet. En 2010, la maison Robertet et Jean Vaikedré concrétisent avec l'aval des autorités coutumières leur volonté commune d'agir pour la sauvegarde du santal de Nouvelle-Calédonie. La distillerie de l'île de Maré voit le jour. L'installation fonctionne à l'énergie solaire, sans consommation d'eau et sans production de résidus. L'amélioration du nouveau procédé par rapport à l'hydrodistillation traditionnelle est spectaculaire. 8 heures au lieu de 3 jours. Une extraction beaucoup plus complète qui donne 3 litres d'huile essentielle au lieu d'1 pour la même quantité de bois et surtout un bois non brûlé qui restitue son odeur de fraîchement coupé. Ce que j'ai appris, moi, dans le domaine des procédés d'extraction, faire en sorte que le santal puisse extraire le maximum du santal. Le maximum du santal, économiquement, c'est rentable. Toute la rentabilité, ça me permet de planter. Et puis, ça me permet de mettre en place des outils qui me permettraient de conserver la variété, l'espèce de santal de chez nous. Et pour Jean, cette nouvelle méthode utilisée sur le lieu de production du bois présente un autre avantage. Elle préserve jusqu'au produit final le lien avec sa terre d'origine et les hommes qui l'ont cultivé. On a toute la notion de traçabilité. On sait d'où ça vient. On suit le santal jusqu'au bois effondage, broyage, extraction. L'huile sort. On peut savoir d'où ça vient. Quels sont les bois qui ont été utilisés pour fabriquer ça. Pour moi, c'est ça qui fait que nous, on est atypiques. Les coutumiers adhèrent à notre démarche parce que, quelque part, ils sont valorisés. On dit ça vient de là. Ce projet de développement de santal en Nouvelle-Calédonie remplit, à notre avis, toutes les conditions d'attractivité, à savoir le caractère innovant de la technique, le caractère, la qualité élevée du produit
qu'on obtient grâce à l'espèce botanique appropriée. Et deuxièmement, l'aspect sociétal et environnemental que nous avons poussé très loin en Nouvelle-Calédonie. L'aspect environnemental, c'est premièrement le reboisement, qui est, j'allais dire, massif, bien plus important que tout ce qui a été fait jusqu'à présent, et donc qui assure une pérennité de l'espèce qui est quasiment endémique dans cette partie du monde. Et deuxièmement, l'implication entière et totale des populations, leur apportant ainsi des revenus, leur procurant une activité qui reste quand même proche de leur activité traditionnelle, parce que ces gens-là sont d'abord, avant tout, des agriculteurs, des paysans. On reste dans un métier, dans une activité traditionnelle. 64. Les échanges avec Robertet ont aussi permis la mise en place de nouvelles méthodes plus respectueuses de la ressource. Pour éviter le sacrifice d'arbres qui ne produiraient pas une huile de qualité suffisante, des prélèvements sont effectués et testés avant de décider la coupe. On pratique un carottage qui consiste à percer l'écorce, puis ensuite délicatement l'aubier pour enfin atteindre le bois de cœur, là où se cache l'or du santal. Un échantillon de copeaux de ce bois de cœur non contaminé par l'aubier est alors prélevé. On va faire un prélèvement qui va représenter 1 gramme de produit. 1 gramme, l'arbre ne va pas souffrir. Mais si l'arbre ne convient pas à nos besoins, on ne va pas le couper. On va le laisser intact. On va trouver les arbres qui nous conviennent et replanter en connexion. Et ça, c'est vraiment une idée nouvelle, une conception nouvelle de la parfumerie. Pour Jean, l'autre grande satisfaction, c'est de voir que cette nouvelle filière profite à la communauté kanak et permet aux jeunes de rester ou de revenir vivre sur les îles. Le santal a développé les compétences. Hein. Vous avez des jeunes qui n'ont jamais fait de la chimie, qui font de la chimie à cause du santal, grâce au santal, et qui s'éclatent dans la chimie maintenant. On a réussi à faire travailler tous les jeunes des différents districts de Marais. On a réussi à ramener des gens de districts différents de Nouméa à Marais. La distillerie de l'île de Marais existe depuis 6 ans. 30 emplois ont été créés et pour le reboisement, les populations sont rémunérées pour planter, entretenir et surveiller la croissance des plants pendant 2 ans, ce qui concerne plus de 200 personnes sur l'île. Curieux de découvrir le milieu naturel qui a donné naissance à ce parfum unique qu'il utilise dans ses créations, Christopher Sheldrake a fait le voyage jusqu'à Marais. Jean Vaikedré a tenu à lui offrir une première rencontre privilégiée avec l'arbre bois sacré. C'est la première fois que je voyage aussi loin pour découvrir un ingrédient important, mais un ingrédient de tous les jours quelque part. Je suis parti de Paris avec un esprit complètement ouvert, parce que je ne savais pas du tout ce que j'allais retrouver. On est rentré dans la forêt, profonde, par un tout petit chemin, pendant presque 1 heure. Je ne sais pas du tout comment on peut se retrouver ici. Cette marche d'approche est une première occasion pour Christopher de découvrir tout un monde de senteurs naturelles qu'il n'avait encore jamais rencontré. Il y a le mandarinier sauvage de Marais. On appelle le mandarinier sauvage de Marais. Donc ça, c'est tout petit, mais ça devient... Ah, ça devient un grand arbre, tu verras, ça devient un arbre à la même hauteur que le santal, même qui dépasserait le santal. C'est étonnant qu'une feuille, ça sente comme le zeste d'un fruit. Tu sais, on utilise beaucoup de mandarines dans nos parfums, mais ça vient de Sicile habituellement. Oui. Et ces feuilles, on en fait une huile essentielle qu'on appelle le petit grain. Le petit grain de mandarinier, qui est très, très frais, ça va dans les colognes par exemple. Ouais. Et comment tu le trouves par rapport à... Mais je le trouve très très bon, à la limite presque un peu plus poivré. Plus poivré. Oui, oui, mais c'est très bon. Après 2 heures de marche dans la forêt, ils arrivent enfin au but de leur périple.
Un beau pied de santal sauvage, en âge d'être coupé, repéré par Jean quelques jours plus tôt. Tiens, voilà un pied de santal. Enfin, Un beau pied de santal. Prêt à être magnifique. coupé. Et donc là, tu as un pied entre 40 à 50 ans. D'accord. Voilà, on va dire comme ça. Bon, ça c'est le tampon officiel alors. Voilà, pile. Province des îles Loyauté. Province des îles Loyauté. D'accord. Ok. Bon, et maintenant on peut le couper, c'est ça? Maintenant, on peut le couper. Bon. Évidemment, ça sent pas le santal là. Non, c'est l'aubier. Oui. La partie aubier, c'est la partie... C'est en effet, ça sent humide, ça Voilà, sent c'est un peu le bois vert, bois vert. pas du tout l'odeur qu'on recherche. Non, à c'est le cœur. Voilà. De voir cet arbre coupé, ça a pris du temps. Et c'était comme un grand animal sacré, protégé par les tribus ici. Et tranquillement, peu à peu, on descendait l'arbre vers la terre. C'était presque une cérémonie de fait de descendre cet arbre. Mais on voit que c'est un bois très très riche en huile. On voit le contraste ici entre l'aubier et son huile et le cœur qui est très très riche, presque mouillé. Et ce sent divin. Très très bon. T'as du bois de cœur tout frais. Ah oui. Parfumeur, là, comme ça, un grand parfumeur qui vienne sentir là le bois coupé, ça c'est quelque chose que j'ai toujours rêvé. Mais comme ça, c'est plus frais. C'est intéressant, c'est plus frais. Je me fais petit de voir quelqu'un qui a su créer un parfum à partir d'une plante de chez moi, qui a su révéler la richesse du santal calédonien. On dit que les bois d'yeux sont masculins. Là, c'est tout le contraire. C'est une odeur féminine, sensuelle, soyeux. Pour moi, c'était un trésor. C'était riche, c'était de l'or, enfin, c'était magique. J'attendais quelque chose de riche, de visqueux, et finalement, il y avait une fraîcheur avec tout le côté gustatif et riche du santal. Ça, je vais garder en souvenir. Ce qui m'étonne, c'est que normalement, ce parfum, c'est un parfum de fond. C'est quelque chose de très tenace. Mais là, il y a une fraîcheur. Quand c'est fraîchement coupé, c'est très, très joli. Très joli parfum. Venir de voir le travail dans la forêt profonde, perdue, où il n'y a pas d'accès par voiture et à peine avec une aide. C'est là on voit le travail et l'âme qui est dans le parfum. Une autre surprise olfactive attend Christopher au terme de la longue marche du retour. Celle que lui réserve la distillerie elle-même. Avant d'arriver à l'usine, on commence à rentrer dans un genre de ambiance de parfum de santal. Et on est tout de suite baigné dans cette odeur gustative, chaleureux, accueillant, très doux. C'était très inattendu pour moi. Je n'attendais pas du tout cet effet. Et c'était comme si on rentrait dans un genre de nuage parfumé. C'est typique de ce qu'on fait couramment. Hein.
On voit ici l'origine est parfaitement identifiée sur chaque tas. C'est la matière première typique. Je dis que ça sent tellement embaumé, parfumé ici, que quand on fait approcher un bois, on ne sent pas plus. L'air est vraiment imprimé, saturé. Et même à l'extérieur, ça sent un peu le caramel. On constate notre gustative. C'est des piles de trésors, de l'or, enfin un peu comme le caveau de Ali Baba, par exemple. Cette usine installée ici, c'est un exemple formidable du fait qu'on extrait un produit naturel sur les îles avec une technologie absolument à la pointe. On va ouvrir maintenant, c'est l'opération qui est terminée, on va ouvrir et récupérer cette essence. C'est un peu chocolaté, c'est laiteux. Oui. C'est presque boisé. Oui. C'est pas vraiment un bois, finalement. Pour moi, ça a été une grande satisfaction d'entendre Chris décrire ces odeurs de la même façon que moi je les avais déjà repérées avant, sans le dire souvent. Fabriqué Oui, il y a 30 minutes. Oui. Voilà. Oui. Et ça sent aussi le bois de santal. Bien sûr. On n'a pas d'autres notes qui ont été rajoutées par l'extraction. Pour moi, c'est le procédé qui restitue le plus fidèlement l'odeur du bois. Au-delà de ces nouvelles déclinaisons des notes familières de son ingrédient favori, ce voyage à Maré est pour Christopher l'occasion de découvrir un monde dont il ignorait tout. Celui des hommes et des femmes engagés au quotidien dans cette renaissance du santal calédonien. Si je reviens à l'origine de mon intérêt dans la parfumerie, c'était justement que j'ai découvert que derrière chaque produit naturel, il y avait une histoire. Je savais que la Nouvelle-Calédonie était pas loin d'Australie, à 24 heures de Paris. Je savais qu'il y avait des traditions, qu'il n'y avait pas que la loi française, mais il y avait aussi un respect qu'il fallait comprendre. Mais franchement, je pensais que je ne ferais pas partie moi-même de ces traditions, de ces échanges. La fleur des îles Pacifiques, c'est délicieux. Pour Jean, la possibilité de susciter des rencontres de ce type résume à elle seule l'importance que peut prendre aux yeux des Kanaks la sauvegarde de ce qu'ils considèrent comme un patrimoine vivant. Avec tout votre travail que vous faites ici, le santal qui nous ramène tous ensemble aujourd'hui, et je remercie aussi le grand chef. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Merci. Le santal va au-delà de l'aspect économique. Il faut que le développement, l'outil de développement soit créateur de liens. C'est une valeur ajoutée pour les gens des îles, mais c'est aussi une ouverture vers les autres. À partir du santal, on a bâti un modèle économique qui allie valeurs de la coutume et valeurs de l'économie et les valeurs partagées par les parfumeurs. Pour moi, c'est ça. Et donc, c'est l'homme kanak complet de demain. C'est ça qui est important. À ce jour, ces échanges ont permis la replantation sur Maré de plus de 90 000 pieds de santal. Mais malgré l'enthousiasme qui entoure les premiers succès de ce projet unique, il sait que la partie est encore loin d'être gagnée. Moi, ce que je crains maintenant, c'est que cette qualité qu'on a fait reconnaître dans le monde entier attire les convoitises. Le risque, c'est les exploitants qui n'ont aucun scrupule
c'est la récolte qui les intéresse, point barre. Et aujourd'hui, il y a justement là, ces envahisseurs qui arrivent. On a l'arrivée de la communauté chinoise qui vient et qui achète. C'est le retour des santaliers. Face à ces menaces, l'avenir du santal calédonien reste encore fragile. Sa véritable renaissance dépendra de la façon dont il sera exploité au cours des prochaines décennies. Mais si les engagements de tous sont respectés, alors le santal et son parfum inimitable pourront continuer d'accompagner les prochaines générations et de leur inspirer les valeurs qui lui sont associées. L'homme, l'histoire, Spirituel, divin, Environnement essentiel, Sincérité. et puis partage. Pour terminer,